Bonjour, bienvenue à l'atelier d'Angoulême pour une conférence sur le métier d'art. Donc je suis Corinne Dussault, la directrice de l'atelier, et je suis en compagnie de Monsieur Gadon, qui travaille au campus de Barbezieux. Très bien. Sur le métier d'art. Alors le métier d'art, ça veut dire, on fait tout de suite référence à la créativité, à la minutie. C'est aussi souvent un travail de patience. Mais c'est aussi toute une variété, puisqu'il y a 198 métiers d'art qui sont recensés sur 89 domaines différents. Donc, c'est une palette énorme. Donc, je vous propose peut-être d'essayer d'expliquer un petit peu aux jeunes qui sont devant nous, derrière cette caméra, ce que sont exactement les métiers d'art qu'ils peuvent endosser. Bonjour, je me présente Monsieur Gadon, je suis responsable d'un centre de formation d'apprentis, où il y a une section, donc les formations sur les métiers d'art. On a 4 sections différentes. Mais voilà, je suis là un petit peu pour parler justement de cette orientation sur les métiers d'art qui est vraiment, alors je vais être un peu chauvin, mais pour la France, il faut savoir que c'est un patrimoine, parce que les métiers d'art, c'est avant tout une transmission de savoir-faire, et qui vient de très loin. Il y a des métiers aujourd'hui, les doreurs sur or, par exemple, c'est un des métiers d'art qui existent, mais aujourd'hui qu'on a besoin de ce savoir-faire-là. Donc, comme vous le disiez, il y a un grand nombre de métiers d'art qui existent. Donc, avant tout, à la fois, si vous êtes intéressé par ces métiers d'art, c'est vrai que les métiers d'art, c'est l'artisanat d'art. Donc, avant tout, il y a le mot art, et c'est vrai qu'il faut avoir une connotation artistique. Enfin, moi, le plaisir de pouvoir dessiner. Souvent, ça part d'un dessin, de croquis, et puis aussi, on demande sur l'artisanat d'art, on va dire, qui est plus contemporain, on va dire, si je prends par exemple le cas de la ferronnerie. Donc, chaque métier d'art, il y a aussi le côté classique, il y a aussi le côté contemporain. Aujourd'hui, si je prends l'ébénisterie et la ferronnerie d'art, on arrive sur des créations contemporaines. Et donc, il y a tout un côté aujourd'hui, ingénierie, et donc aussi l'ère du numérique qui rentre dedans. Et on a plein de jeunes artisans qui s'installent dans les métiers d'art et qui utilisent ces outils numériques. Donc on est complètement, en fin de compte, en adéquation avec aujourd'hui les connaissances que doivent avoir les jeunes. Et voilà, donc c'est vrai que si le jeune a un côté artistique, en plus il est doué en numérique, on va tout de suite pouvoir vraiment s'orienter et pouvoir créer quelque chose dans ces métiers d'art. Donc après, c'est de la formation. Dans chaque métier, vous allez choisir une formation. Donc obligatoirement, ça peut... La plus simple des formations, la formation de base sur les métiers d'art, c'est un CAP. Donc un certificat d'aptitude, on dit bien aptitude professionnelle, donc qui est sur 2 ans. Si vous n'êtes pas titulaire d'un examen déjà style bac par exemple, ou un autre CAP, donc dans ces cas-là, vous êtes exonéré de l'enseignement écrit en gros, donc vous n'avez que l'enseignement professionnel à passer. Après, on a les brevets professionnels. Donc ça, c'est des diplômes qui dépendent aussi de l'éducation nationale, parce que les lycées forment aussi au métier de l'artisanat. Il y a les DMA, diplômes des métiers de l'artisanat, et le qui est en dessous, le brevet, le BMA, qui est le brevet des métiers d'art. Donc il existe différents lycées, et après, il suffit de se renseigner, entre autres, sur les différentes orientations. Mais là où il y a le plus de formation, moi j'ai parlé de la matière, il y a la pierre, le fer, le bois, puis après tout ce qui est matériaux dérivés. Il y a toute la partie aussi des métiers du tissu qui existent, sur les costumières, les plumes, ceux qui travaillent les plumes, enfin vraiment il y a tout ce que l'on... Enfin c'est vrai que c'est assez riche. Mais la plupart sur notre région, parce que je pense que c'est des jeunes qui vont être plus amenés à travailler peut-être sur la région. Donc c'est plutôt ces métiers que je vous ai cités, le bois, le fer, la pierre, et les métiers du tissu par exemple sur les métiers d'art. Donc, ils peuvent être soit dispensés dans un centre de formation d'apprentis ou soit dans un lycée professionnel. Alors, je peux peut-être parler de ce qui nos filières à nous, sur nos... Oui. Je ne sais pas si après, s'il y a des questions, bien sûr, je suis là aussi pour répondre aux questions. Donc, je disais du CAP 2 ans, après un diplôme en 2 ans de plus, avec 4 ans de... Et puis aussi, il y a des BTS qui existent, il faut savoir. Mais on a aussi, c'est un petit peu le choix que vous allez faire. Il y a de plus en plus de publics qui est à peu près entre 25 et 30 ans, qui ont choisi de faire des études classiques, des universitaires, et qui, à un moment donné, dans leur jeunesse, ont été confrontés justement à rencontrer des artisans d'art ou peut-être dans la famille, des gens qui travaillent dans les métiers
du bois, par exemple, des menuisiers, choses comme ça, et qui décrochent et qui se disent, moi, je voulais faire ça, je veux réaliser quelque chose. Parce qu'avant tout, l'artisanat d'art, c'est de travailler la matière, de la transformer et de réaliser quelque chose. C'est-à-dire que, mais obligatoirement, ça ne passe que par les mains. Alors, on parle d'intelligence des mains dans ces métiers-là, parce que c'est nos mains qui vont nous servir avant tout à réaliser quelque chose. Mais il y a toute la démarche de création, comme j'expliquais tout à l'heure, avec le numérique, puis le dessin, le croquis, puis passer après à la fabrication. Mais voilà, il y a des jeunes qui décrochent parce que l'université ne leur convenait pas, et ils veulent retrouver un métier manuel. Alors c'est vrai que le CAP, c'est un petit peu dévalorisant, on dit CAP, c'est un CAP, mais en même temps, on n'a rien d'autre. Mais c'est avant tout apprendre un métier. C'est-à-dire que voilà, on a choisi de ces métiers-là pour créer quelque chose, pour fabriquer quelque chose. Et donc après, voilà, on a cette formation-là qui va pouvoir déboucher sur un métier. Et c'est surtout réaliser, voilà, produire quelque chose. Et aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux, il faut savoir, avant qu'il y ait tous ces réseaux sociaux, tous les supports de communication, quand il y avait un artisan d'art qui était dans un petit village, c'était du bouche à oreille, qui disait, tiens, c'est un super ébéniste, voilà, il fait du bon travail, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communiquer. Aujourd'hui, avec toutes les possibilités de communication qu'il y a, on peut vraiment se faire connaître dans le monde entier avec une fabrication. Et ça existe, il faut savoir. Il y a des artisans d'art qui n'ont même pas de showroom ou d'atelier pour exposer leurs pièces. Ils font que de la vente par Internet. On les voit en train de créer, donc ils font des vidéos, on les voit en train de fabriquer, et ça se diffuse dans le monde entier. Ils ont des commandes des fois dans le monde entier. Donc c'est vrai que tout change. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'installe aujourd'hui, un jeune, qui a ces compétences-là numériques, il peut très bien aller beaucoup plus vite qu'un artisan classique qui avait fait ses formations et qui est obligé de prendre sa voiture pour aller pouvoir rencontrer les clients. Ça a pas mal évolué. C'est une évolution, effectivement, puisqu'avant l'artisanat, c'était vraiment associé à un territoire restreint. Voilà, c'est ça. Et là, vous êtes en train de dire que c'est vraiment, ça passe à l'international. Donc, ça veut dire qu'il y a des pièces uniques qui franchissent les frontières. Oui, parce qu'avec la vente en ligne et puis les sites en ligne, on peut faire, puis tout ce qui est, tous les réseaux style Instagram et tout, on peut publier pas mal de choses et aujourd'hui, ça marche très bien. Enfin, beaucoup de gens se font connaître dans tous les domaines. Aujourd'hui, quelqu'un peut être vedette en très peu de temps, mais pareil dans l'artisanat d'art, si on sait bien communiquer, on arrivera vraiment à se développer davantage. Et puis aussi, à la part je reviens au patrimoine, parce que si on prend, je prends l'exemple, par exemple, Versailles, si on va se promener, je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller à Versailles, mais Versailles, c'est la capitale de l'artisanat d'art. À se promener, on voit tous les travaux qui ont été faits à l'intérieur, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit donc les tapisseries, les décors en or, les miroirs, les horloges, tout ça, c'est que des métiers d'art. Donc il faut savoir les restaurer, les entretenir. Et on a un patrimoine culturel en France qui est assez important au niveau de cet artisanat d'art. Et là, donc, c'est différent, parce que là, on ne parle pas de numérique, on ne parle plus de création, là, on parle de restauration du patrimoine. Et aujourd'hui, on s'en est rendu compte, il y a eu un déclic au moment de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où on s'est dit, là, c'est le plus beau monument de France qui est parti en feu. Est-ce qu'on va être compétent? Est-ce qu'on va avoir les compétences pour le restaurer, que ce soit au niveau de la charpente ou de la taille de pierre, du plomb, enfin tout le domaine de l'artisanat d'art qui travaille autour de ça. Et là, c'est un savoir-faire qui revient à l'époque 1100 et quelques. Donc là, on a voyagé depuis, le temps est passé et tout. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de restaurer ce genre de monument? Donc ça a un petit peu bousculé les choses et puis c'est bien parce qu'ils vont restaurer à l'identique. Mais voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Et là, il y a un avenir vraiment important sur cette transmission de patrimoine, parce que c'est ce qui fait la richesse de la France au niveau touristique, les monuments historiques, les musées. Donc si on a vraiment de l'artisanat d'art qui suit, on arrivera vraiment à garder ce patrimoine et l'exploiter et le faire durer dans le temps. Et ça, c'est important, en tout cas. Beau projet. Et voilà, c'est vrai que c'est un métier d'avenir, donc il faut, voilà, c'est des niches. Et en plus, c'est vraiment des tout petits métiers d'artisan d'art. Des fois, c'est une spécialité, mais c'est pour ça qu'on parle aussi de métiers rares dans l'artisanat.
Parce que c'est pas des grands effectifs, hein. Il y a des métiers où il n'y a pas beaucoup de demandes, en fin de compte, qui vont former. Donc, c'est vraiment des petits métiers, mais des niches qui sont importantes. Donc là, il y a des questions, c'est ça, faut que je réponde. Oui, effectivement, c'est... Tout le temps facilement du travail dans ces filières en Charente. Alors, c'est une bonne question. Alors, alors je peux parler moi par rapport à des chiffres que j'ai. On les a reçus il n'y a pas très longtemps. C'était des chiffres de 2020. Sur 2021, c'est pas encore. On a des enquêtes à 6 mois. C'est-à-dire qu'une fois que les jeunes ont eu leur examen, 6 mois après, on fait un point de situation pour savoir s'ils ont du travail. Et dans les métiers d'art, c'est 70%. Donc, c'est pas si mal que ça. Voilà, après, il y a des jeunes adultes souvent se lancent dans la création d'entreprises, hein, ils veulent créer leur entreprise, donc ça aussi c'est important. Donc il y a une maturité à avoir, et voilà, mais c'est aussi les accompagner, parce que l'artisan d'art, il dépend de la chambre des métiers, donc il a un accompagnement aussi pour pouvoir se mettre à son compte. Mais voilà, mais c'est vrai que, bon, il ne faut pas avoir que la Charente, parce que si les métiers d'art, il y en a dans toute la France, hein. C'est souvent lié aussi à des villes touristiques. C'est-à-dire que souvent, si on vous promenez des fois dans des monuments, des villages, les plus beaux villages de France, il y a toujours au moins une dizaine d'artisans d'art qui sont installés dans ces villages, parce que l'artisanat d'art, c'est aussi comment je peux dire, une qualité économique et touristique, parce que ça amène le tourisme. Voilà, et le touriste aime bien aller voir les boutiques d'artisans d'art parce qu'il repart avec un souvenir, avec quelque chose qui est fait par l'artisan d'art. Donc les potiers, les bijoutiers, enfin, il y en a plein qui s'expriment dans ces villages-là. Mais bon, là, ça dépend le métier que vous avez choisi. Après, il y a des ébénistes, c'est vrai qu'il y a plus d'ébénistes que les potiers, ils ne vont pas recruter tellement, c'est des gens qui se mettent à leur compte, en fin de compte, qui créent leur atelier, mais c'est le problème des petits artisans d'art, ils ne vont pas forcément embaucher quelqu'un parce que c'est eux qui font leur production. Donc, c'est souvent des jeunes qui se mettent à leur compte. Ensuite, dans les formations proposées, y a-t-il un accompagnement pour apprendre aussi à gérer, à communiquer, à utiliser les outils numériques? Alors, dans la formation proposée, il y a du côté commercial, c'est vrai, mais plus en niveau, niveau bac, en niveau 4, dans le brevet technique des métiers. C'est un diplôme qui dépend des chambres des métiers. Il y a de l'accompagnement commercial et puis aussi donc la création. Alors, si je prends par exemple les ébénistes et les ferronniers, les bijoutiers, les couteliers, ils font appel au numérique, ça veut dire ils ont des outils, oui, on leur apprend à travailler sur des logiciels 3D, style AutoCAD ou SolidWorks, pour créer leur création donc en 3D. Parce qu'aujourd'hui, un artisan d'art qui est à la pointe de ces outils, on parle de catalogue numérique, même vous le voyez quand vous allez à Ikea, vous voulez faire construire une cuisine, vous mesurez votre pièce, vous prenez une photo, comme on voit aujourd'hui dans pas mal d'émissions de télé, on prend la photo avec votre téléphone comme ça sur un 360, et vous installez votre table que vous avez fait faire à un ébéniste, que vous voulez à un ébéniste, vous lui dites, moi je veux une table avec 3 pieds en acier, avec d'incrustation je sais pas, d'écailles, et puis le reste en plaquage noir par exemple. Il va vous la réaliser en 3D et puis il va vous la mettre sur votre photo en plein milieu de votre salon. Comme ça, vous allez pouvoir voir en gros à quoi correspond cette. Donc ça aussi, c'est le numérique, ils sont en plein temps ces formations-là. C'est vrai qu'il faut les former au numérique parce que c'est vraiment un outil important, même d'un point de vue commercial aujourd'hui. Et ensuite, est-ce que c'est onéreux justement cet équipement numérique? Non, alors c'est onéreux sur le temps qu'on va passer devant. Oui. On va pas acquérir tout de suite le logiciel. Mais c'est toujours pareil, les logiciels évoluent, donc on arrive à faire beaucoup plus de choses plus facilement aujourd'hui. Mais il y a quand même la notion de 3D, c'est-à-dire qu'on part du dessin et après on va conceptualiser avec le logiciel la pièce en 3D. On va la texturer, c'est-à-dire qu'on va mettre une différente couleur de bois selon le métier qu'on a choisi, enfin selon la pièce que l'on fabrique, et pour l'avoir vraiment en réalisation 3D, la voir. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi de la cathédrale Notre-Dame. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un tailleur de pierre, aujourd'hui, il peut restaurer des églises, enfin des pièces, ça s'appelle les gouttières, les gargouilles. Les gargouilles. Il prend un scanner 3D, même avec son téléphone, il scanne la gargouille en 3D, il va la rentrer dans son logiciel, il va avoir la machine à côté, qui va sculpter la pierre tout seul, toute la nuit, tranquille,
donc tout seul, il n'a pas besoin d'ouvrier, il n'a qu'un marteau avec la pièce va se faire, il aura juste la finition à faire à la main, par contre. Et par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une cassure de la pierre et l'intérêt, et ça, c'est peut-être aujourd'hui l'apport du numérique qu'on ne peut pas faire à la main. Parce que dans ces métiers, celui qui arrive à trouver une réalisation avec le numérique qu'on ne peut pas faire à la main, c'est sûr que lui, il va bien marcher. Et donc là, par exemple, il scanne la cassure de la pierre et il va recréer le mâle et la femelle, quoi, en gros, pour que ça s'emboîte, mais vraiment au micron près, quoi. Et donc ça, allez le faire à la main. Ça, c'est grâce au numérique qu'on arrive aujourd'hui à restaurer mieux certaines pièces sur les façades des églises. Est-ce que l'on travaille sur tout seul ou en équipe? Alors, ça dépend les métiers. Donc, ce que j'expliquais, un potier, il va souvent être tout seul. Un doreur sur or, qui peut-être en équipe, mais après, oui, chez les ébénistes, par exemple, ou les ferronniers, oui, ils sont en équipe. Hein. Donc, il y a souvent un salarié, enfin, le chef d'entreprise, qui, lui, a plus un rôle commercial et puis de conception, et puis après, les ouvriers qui exécutent les travaux qu'aura lancé l'artisan, en gros. Quelles sont les spécialités charentaises? Alors, quelles sont les spécialités? Alors, c'est pas de la cuisine, hein, c'est des spécialités en métier d'art, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Alors, sur Cognac, il y a... Après, c'est plus une notoriété d'un artisan, mais il n'y a pas vraiment de spécialité. Enfin, je ne vois pas vraiment sur les métiers d'art ce que peut être... parce que bon, après, ça dépend aussi du style. L'art roman, les églises, voilà, c'est quelqu'un... Si, après, ça va être plus la matière. Par exemple, la pierre... Selon il y a des carrières en Charente, qui est Vilhonneur, par exemple, c'est un style de pierre. Angoulême, c'est de la pierre coquillière. Donc, on sera spécialisé sur le taillage de cette pierre. Voilà, quelqu'un aura travaillé à la sculpture de cette pierre, donc il saura la proposer, il aura des aptitudes à la travailler. Mais après, il n'y a pas vraiment de spécialité charentaise. À part la charentaise, la pantoufle, c'est pas un métier d'art. Mais bon, pourquoi pas avec des plumes ou dorer leur fin. Mais non, là, c'est pas le cas. Est-ce que ces métiers permettent de bien gagner sa vie? Alors, c'est une très bonne question et qui est, je trouve, essentielle pour tous les métiers. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent me répondre, mais si je vous demande le salaire aujourd'hui d'un plombier ou d'un mécanicien ou d'un coiffeur ou d'un charcutier ou d'un ébéniste, on ne communique pas dessus. Personne aujourd'hui, on communique sur des salaires dans d'autres domaines, mais sur ceux qui sont à leur compte, on ne connaît pas leur chiffre d'affaires. On ne connaît pas en gros le bénéfice qu'ils vont faire. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui peut motiver aussi certains jeunes à sortir dans certains métiers. Alors si on peut voir après la voiture qui est garée devant l'artisan ou peut-être le voir partir en vacances, prendre ses... Mais c'est vrai qu'il y a des métiers quand même, oui, on arrive à bien gagner sa vie. Il ne faut pas dire que vous la gagnez tout de suite. Hein. Comme tout métier, il faut quand même déjà lancer son activité. Et puis après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous restez ouvrier, c'est sûr que dans une petite équipe, ça va être compliqué de progresser au niveau salaire parce que c'est une petite équipe. Mais après, si un jour vous voulez vous mettre à votre compte, c'est différent. C'est-à-dire c'est vous qui faites votre salaire. C'est-à-dire selon les créations que vous allez faire dans le métier d'art. Après, par contre, dans les métiers spécialisés, comme j'expliquais tout à l'heure du patrimoine, là, je pense que oui, il y a des salaires intéressants, parce que justement, c'est rare. L'intérêt de ça, c'est que vous allez être un spécialiste d'un domaine qui est rare, où il n'y en a pas beaucoup qui sont compétents dans la matière. Et donc là, c'est sûr que vous allez être attiré. Alors, je vais prendre un exemple aujourd'hui, ce qu'on appelle le stuc. Le stuc, c'est le travail du plâtre qui existe dans les moulures des châteaux, dans les maisons, même en Charente, en Angoulême, il y en a. Hein. Et bien aujourd'hui, les plus grands artisans qui travaillent le stuc, ils ne sont pas là, hein, ils sont en Arabie Saoudite. Donc ils sont en train de faire toutes les. Alors le plus gros de l'artisanat d'art, même, aujourd'hui, c'est dans les pays d'Arabie Saoudite où ils sont, parce que c'est des savoir-faire qui sont recherchés. Donc, mais en France, sur le patrimoine, c'est sûr, quelqu'un qui sait travailler un métier d'art particulier, il a un avenir tracé. Hein, ça, Alors, des formations proposées, y a-t-il un accompagnement pour apprendre aussi? Oui, ça vous l'avez vu. Quelles sont les spécialités? Comment peut-on découvrir ces métiers? Alors, il y a des émissions. Moi, je sais que j'aime bien regarder l'émission sur... Alors, c'est plus sur France 5, mais c'était, comment il s'appelle Maison... non, personne ne va m'aider. Maison France 5.
qui est maintenant sur C8, je crois, le dimanche. Il présente justement, il visite des villes, et donc un patrimoine surtout immobilier, avec des belles maisons. Et il y a toujours dans enfin c'est vrai, c'est important parce que vous avez vraiment une image un petit peu de tout. Et donc ces maisons, il y a des artisans d'art. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les pièces qui sont dans la maison qu'on a visitée, et la personne qui est hôte, qui accueille l'émission, va faire visiter les ateliers des artisans d'art. Donc dans l'émission, on voit à peu près 4-5 ateliers différents, on les voit fabriquer, il communique avec eux, voilà, il explique un peu son parcours et tout, donc c'est assez intéressant à voir justement dans différentes villes de France. Il fait le tour de France à chaque fois, et on voit les différents artisans d'art. Après, vous avez des revues qui existent aussi sur l'artisanat d'art, où on peut voir un peu les différentes spécialités, enfin pas spécialités, mais les différentes réalisations, on va dire. Il y a peut-être aussi, pour compléter, le site de l'ONICEP qui a des vidéos. Alors voilà, après, par contre, sur les formations, bien sûr, le site de l'ONICEP, vous pouvez faire. Les métiers, effectivement, de l'artisanat. Et puis, puis nous, on a un site, vous tapez CMA, Chambre des métiers 16, CMA 16, et vous aurez toutes nos formations. Et donc, en gros, nous, nos 4 formations que l'on fait, c'est 4 matières. C'est le fer, donc c'est ferronnerie d'art, et puis coutelier. Donc, les couteliers, il y a 2 écoles en France, il y a Thiers et puis Barbezieux. Ébéniste, donc là, c'est le bois. Et puis le pierre, donc tailleur de pierre. Voilà, on a à peu près ces 4 métiers. Mais voilà, sur les sites de l'ONICEP, vous aurez tous les différents métiers avec des lycées. Mais voilà, après, si vous voulez les découvrir, le mieux, c'est peut-être de faire un stage. Voilà, vous avez des stages de 3e à faire, d'aller directement voir l'artisan. Parce que c'est dans l'univers de l'atelier que vous allez pouvoir vraiment découvrir son savoir-faire en y passant une journée ou un peu plus, mais vous allez pouvoir voir un peu les matières, les techniques et puis un petit peu les réalisations qu'il va réaliser. Alors, je peux vous donner un exemple. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Jonzac, piano de Charente. J'ai jamais été, et c'est un spécialiste qui travaille les pianos Pleyel de 1885, je crois, jusqu'à 1935. Il est spécialisé sur la restauration de ces pianos, mais ils sont peu beaucoup en France à le faire. Avant, il y en avait beaucoup. Donc, il a dû marcher, mais dans le monde entier, il reçoit des pianos, parce qu'il n'y a que lui qui sait travailler la colle que l'on faisait à l'époque, les vernis qu'on faisait à l'époque, et trouver les bois et tout. Donc, voilà, et il est à Jonzac. Enfin, c'est pour ça que des fois, on trouve c'est pour ça que c'est sympa d'aller les voir aussi, parce que vous verrez vraiment le savoir-faire, et puis et c'est toujours agréable d'échanger avec ces artisans, parce c'est vraiment des compétences qui sont très riches. C'est peut-être une spécificité charentaise dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors le piano, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs de piano. Il y a des facteurs de violon aussi chez nous, des archers qui fabriquent les archers, par exemple, qui sont en Charente. Donc voilà, après, vous pouvez les trouver je pense que sur le site. Alors, Chambre des métiers, vous pouvez, mais après, même alors, il faut avoir cette liste. Alors, je peux vous donner, par exemple, l'Institut national des métiers d'art, l'INMA. Vous tapez INMA sur Google, Paris, et vous avez un site qui est merveilleux, où dedans, il y a tous les métiers, donc il y a 250 répertoriés à peu près métiers d'art, et vous avez le détail sur les sites avec des supports vidéo. Il y a plein de choses intéressantes. L'INMA, Institut national des métiers d'art. C'est le site qui regroupe tous ces métiers au niveau de l'information et aussi des artisans, les différents artisans. Alors, vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est les Journées européennes des métiers d'art, donc les GEMA. Quand je dis européenne, ça veut dire que c'est donc toute l'Europe, tous les artisans d'art, alors tous, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'artisans d'art ouvrent leur atelier au public. Donc, c'est le week-end du 1er avril. C'est le vendredi, samedi et le dimanche. Et donc, vous tapez GEMA, G-J-E-M-A 2022. Le programme n'est pas encore ouvert, il va s'ouvrir d'ici à peu près un mois. Et là, vous aurez toute la liste des artisans sous Poitou-Charentes, enfin, sur toute la France, qui sont ouverts avec des manifestations, des expositions. Nous, on sera par exemple sur Chalais, on fait un symposium sur les métiers d'art. Mais voilà, vous aurez là une liste d'artisans que vous pourrez rencontrer. Alors en famille, vous pouvez dire avec vos parents pour les rencontrer, justement, si vous êtes intéressé par le métier d'art.
Et là, ce sera vraiment tout style d'artisanat d'art. C'est les Journées européennes des métiers d'art. Qui se déroule à quelle période à peu près? Ah ben, le 1er avril, le week-end du 1er avril. Le week-end du 1er avril. C'est toujours, tous les ans, ça a lieu, c'est toujours fin mars, le dernier week-end de mars. Voilà. Alors, ah ben oui, y a-t-il des possibilités de métier sur la transmission du savoir-faire à l'étranger? C'est-à-dire que vous apprenez le savoir-faire en France et vous le transmettez à l'étranger, ça doit être ça, je pense. Ben oui, oui, ce que j'expliquais tout à l'heure, à Dubaï, il y a beaucoup d'artisans d'art français qui gagnent des richesses, qui ont fait leur fortune là-bas, parce que justement, ils ont un savoir-faire qui est tellement compétent. Donc, il y a des marchés. Et puis, bien sûr, l'artisanat d'art coûte cher quand on veut faire construire, je ne sais pas moi, une pièce en stuc, par exemple, un château, ça coûte relativement cher. Donc, après, voilà, il faut pouvoir se le payer. Donc, c'est dans ces métiers, des fois, dans des capitales où il y a beaucoup d'argent, où les métiers d'art se réalisent et réalisent des pièces. Voilà, donc, les plus belles pièces, il n'y a qu'à aller dans les musées. Quand vous voyez les pièces qui sont réalisées dans certains musées, ça vaut une fortune. Voilà, donc, c'est les heures de travail, par contre, qui est rémunéré derrière, parce qu'il y a des choses qui sont très longues à fabriquer. Donc, c'est logique, à quelque part, on trouve le moyen d'acheter, de vendre et d'être bien rémunéré, en tout cas. Alors, les qualités humaines. Donc, avant tout, c'est ce que je disais, avoir une notion des compétences artistiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut être un super dessinateur, mais il faut quand même avoir une vision aussi 3D. Tout le monde ne l'a pas, cette espèce de vision 3D. Quand vous avez une pièce à fabriquer en bois, y avoir une idée de ce qu'elle peut être en 3 dimensions. Et puis aussi le dessin, donc, ce que je disais. Après... justement, cette notion, la qualité humaine, c'est surtout cette notion de transmission de savoir-faire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'artisans qui avaient des compétences, qui ont exercé pendant plus de 50 ans un métier, ne trouvent pas de repreneur. Et la boutique, elle ferme, en gros. Enfin, la boutique de l'artisan ferme et sans transmettre son savoir-faire. C'est-à-dire qu'il a peut-être formé quelques apprentis ou quelques personnes en stage, mais il n'a pas pu transmettre ni à ses enfants, ni à quelqu'un qui a voulu reprendre son entreprise. Donc là, il y a une chaîne qui se casse. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faut aimer, et ça, les jeunes aujourd'hui, je trouve qu'ils évoluent bien parce qu'ils ont cette notion, et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux. Parce que pendant un temps, tout le monde gardait ses secrets. C'est-à-dire que l'artisan d'art qui faisait un truc spécial, il avait sa spécialité, peut-être pas charentaise, mais il avait une façon de travailler il fallait être chez lui pour la maîtriser, pour la connaître. Mais aujourd'hui, il y a une liberté, si on prend les réseaux sociaux avec ses tutos et tout, une liberté de montrer ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus démocratisé, et ça, c'est important. Et cette qualité-là, justement, les jeunes l'ont. Ne pas hésiter à former, à donner tout ce qu'on sait faire à quelqu'un d'autre pour lui donner, en gros, lui transmettre son savoir-faire. Cette personne-là la transmettra à quelqu'un d'autre et c'est comme ça qu'on arrive à perdurer, en gros, les savoir-faire de ces métiers. Alors, mademoiselles et messieurs, les collégiens, avez-vous des questions? Oui. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à des jeunes qui veulent s'engager dans les métiers d'art? Alors, c'est de bien maîtriser votre projet. Enfin, si vous vous lancez dans le métier d'art, c'est quand même avoir une idée. Alors, c'est vrai que vous posez la question sur l'emploi. C'est pas des métiers qui recrutent énormément, ça c'est sûr. Donc, et c'est surtout bien maîtriser votre projet. Si vous vous lancez dans ce métier d'art, en fin de compte, vous pouvez. Parce que si on prend l'artisanat d'art aujourd'hui, avant il y avait des menuisiers ou ébénistes, des ferronniers, par exemple, je reprends ça, et puis des tailleurs de pierre. Aujourd'hui, les artisans d'art, ils travaillent le fer, la pierre, la soudure, la peinture, le plastique. Enfin, c'est ça. Aujourd'hui, le panel de matières est beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir que. Alors, un métier, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut s'ouvrir aussi à d'autres techniques parce qu'aujourd'hui, on met de la domotique dans les meubles, on met de la lumière, je ne sais pas, des commandes. Enfin, il y a tellement de choses qui évoluent, donc il faut vraiment s'ouvrir. Mais voilà, il faut savoir où vous voulez aller. Si vous voulez être que, je ne sais pas moi,
ouvrier chez un ébéniste, c'est sûr que bon, vous resterez ouvrier, mais si les métiers d'art, c'est plus un petit peu un domaine de création, ça veut dire s'exprimer personnellement, et donc l'idéal, c'est de pouvoir créer son entreprise. Voilà, c'est là où on... Alors, comme j'expliquais, aujourd'hui, c'est peut-être plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand atelier ouvert. Voilà, on peut très bien travailler et puis diffuser justement toute la partie commerciale en utilisant les réseaux sociaux. Mais avant tout, alors il y a les écoles d'art qui existent, donc peut-être passer par un cursus artistique, peut-être avant, pour pouvoir justement après rebondir sur le travail de la matière, mais peut-être d'avant, peut-être commencer par un métier, enfin un cursus artistique, peut-être école d'art, et après vous réalisez peut-être plus après. Mais je prends le cas, on a aujourd'hui sur les 3e années ébénistes, chez nous, une qui a fait des écoles scientifiques de police. Elle a décroché, elle a dit j'arrête tout, moi, je veux travailler du bois, je veux créer mes meubles et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que ça évolue tellement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des. Mais ce qu'il faut, c'est cette maturité-là, à se dire qu'est-ce que je veux faire, voilà, parce que se lancer là-dedans et puis pas trop savoir où vous voulez aller après, je ne sais pas. Hein, il faut, voilà, le marché du travail est quand même pas simple, et en plus, ça ne se fait pas. Pour maîtriser de la matière, des techniques, du numérique, ça ne se fait pas en 2 ans. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même quelques années de travail, on va dire. Et messieurs, alors, existe-t-il des formations pour celles et ceux qui pratiquent déjà et qui veulent s'ouvrir sur d'autres compétences? Alors, donc ça, c'est des formations courtes, j'imagine, la question. Donc, on peut avoir une formation de base, oui, un CAP, un BTM, un BTS, un DMA, un BMA. Et après, ben, oui, il existe quelques organismes de formation qui vont se spécialiser. Alors, il y a beaucoup d'artisans d'art qui forment eux-mêmes. Je veux dire, je prends l'exemple par exemple, des couteliers. C'est un moyen de rémunération aussi qui existe, bien sûr, il ne faut pas se le nier, mais c'est des stages. C'est-à-dire qu'ils font un stage d'une semaine, par exemple, sur, je ne sais pas, je prends une technique, par exemple, de la coutellerie, c'est le damas. C'est le travail du métal plié plusieurs fois avec un acide, ça permet de sculpter, enfin de faire une trame qui est très belle, hein, avec différents travails géométriques, en gros, dans la lame du couteau. Et le damas, ça se maîtrise avec la forge, le feu, donc, et le pliage du fer qu'on étire. C'est un peu comme le verre du Murano, là, on le fait aussi avec de la pâte à filo. Là, on fait des petits, plusieurs couleurs, hop, on les plie, on les replie, hop, on les écarte, on replie, et puis on arrive à un truc géométrique. C'est très joli. Ben, le damas, c'est pareil, mais c'est avec de l'acier. Donc, et ça, on peut faire des stages. Donc, tous les artisans d'art, pas tous, mais on peut trouver des formations courtes dans une spécialité chez les artisans qui organisent des formations, voilà, chez eux. Après, nous, enfin, les établissements de formation style, par exemple, les CFA, les centres de formation d'apprentis et pour adultes, parce qu'on accueille aussi des adultes, développent des formations courtes. Alors, il n'y en a peut-être pas qu'en Charente, hein, mais il y en a peut-être ailleurs, sur des périodes de stage d'une semaine, 2 semaines, sur des particularités. Mais il faut tout le temps, c'est vrai, c'est important de se remettre, de continuer à se former, parce qu'il y a des compétences qu'on n'a pas forcément tout de suite, mais qu'on peut développer et acquérir plus facilement quand on a déjà une base. Et après, c'est beaucoup plus facile, justement, d'évoluer. Donc, c'est important. Après, la 3e, pour pouvoir s'installer. La 3e, quoi? La 3e générale, c'est ça? Après, c'est 3e. Alors, bon, déjà, il faut au moins un minimum un CAP, c'est-à-dire un certificat d'aptitude professionnelle en 2 ans. Parce que 3e, vous n'avez pas de diplôme qui vous dispense Et puis après, moi, je dirais qu'il faut au moins 5 ans, facile, 2 ans de brevet technique des métiers ou un BMA et un DMA, donc. Mais bon, un métier, on va le maîtriser, je dirais, en une dizaine d'années quand même. Hein. C'est-à-dire que si on veut vraiment... parce que la formation, c'est bien, mais il y a aussi... Alors, ça dépend si vous êtes apprenti ou si vous êtes lycéen. En apprentissage, vous aurez plus l'approche de l'entreprise parce que vous allez passer plus de temps dans l'entreprise que dans un lycée. Dans un lycée, on va vous faire des stages. En apprentissage, vous passez 2 quarts du temps et 1 quart donc au CFA.
Donc, vous avez plus la compétence de l'entreprise. Et plus vous avancez dans cet apprentissage, plus vous êtes peut-être dans l'aptitude de pouvoir créer votre entreprise. Mais la maîtrise du métier lui-même, il faut quand même facilement, je dirais, entre 8 et 10 ans. Après, ça dépend ce que vous faites. Voilà, comme je disais, il peut y avoir un tout petit atelier chez vous, vous fabriquez je sais pas, une partie de meuble, ou un meuble, par exemple, en ébénisterie, et vous allez le diffuser, voilà, avec un bon support, peut-être que ça va marcher. Hein. C'est des choses qui aujourd'hui qui peuvent aller très vite, comme d'autres qui vont être très lentes. Mais en tout cas, pour maîtriser une matière, des techniques, il faut quand même un certain nombre de temps. Donc, mais bon, le diplôme de base, c'est au moins un CAP, peut-être une mention complémentaire entre les deux, puis 2 ans, c'est-à-dire au moins 5 ans minimum pour pouvoir s'installer. Après, vous pouvez être accompagné pour vous installer, bien sûr, au niveau du projet, bien le réfléchir, être conseillé. Voilà, ça, c'est les chambres de métier aussi accompagnent justement ceux qui s'installent. On peut s'installer, on peut créer son entreprise, mais aussi on peut reprendre une entreprise, comme j'expliquais tout à l'heure. Un artisan qui ferme, c'est dommage, il y a toutes les machines, tout est prêt. C'est comme si vous arrivez, on vous donne les clés et puis vous pouvez tout de suite travailler. Donc, des fois, il faut voir un peu aussi la reprise d'entreprise. Il y a aussi des artisans d'art qui partent à la retraite et qui donnent, en fin de compte, c'est l'ouvrier qui était là depuis des années, qui va céder l'entreprise et pouvoir la reprendre derrière. Et quels sont les retours que vous avez de la part d'anciens élèves, d'anciens étudiants? Alors, il y en a pas mal quand même quelques-uns qui se sont mis à leur compte. Il y en a alors on les revoit pas forcément, parce que dans le métier d'art, ils ne restent pas forcément en Charente. Hein, donc, il y en a quelques-uns qui restent en Charente. Mais il y en a qui s'installent, qui créent leur entreprise. Et dans les plus brillants, il y en a qui ont passé des concours. Alors, il existe aussi, des concours. C'est une façon aussi de se réaliser. Alors, il y en a dans différents domaines, mais dans les métiers d'art, il y a aussi des concours. C'est le prix Avenir, qui est le prix Avenir, qui est de l'Institut national des métiers d'art, comme je disais tout à l'heure, l'INMA, qui est le site qui est sur Paris. Et donc, ce concours-là, il permet de valoriser des jeunes sur des créations. Et donc là, cette jeune, elle va se lancer, là, ils vont se mettre à leur compte. Et donc, elle a créé des belles choses, des meubles à secret. Elle s'est spécialisée des meubles à secret. Donc, et là, c'est là qu'on apprend différentes techniques. Elle a appris différentes techniques au CFA pour pouvoir réaliser ces choses. Mais les concours, c'est important, parce que ça permet de se confronter à d'autres et de pouvoir créer quelque chose et d'être, je pourrais dire, jugé par des pairs, se dire, mais c'est pas un examen. Donc, c'est ce qui est intéressant. Quels sont les avantages et les inconvénients entre voie scolaire et d'apprentissage? Alors, la voie scolaire, déjà, la grosse différence entre la voie scolaire et la voie d'apprentissage, c'est que la voie scolaire, vous êtes scolaire, donc vous n'êtes pas salarié. Et rentrer en apprentissage, c'est déjà avoir un statut de salarié. Vous allez signer un contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail, sur la durée de votre formation. Ça veut dire 2 ans, 3 ans, voire il y en a qui restent des fois 6, 7 ans. Ils ne font pas un doctorat, pas loin, dans les métiers, donc ils restent assez longtemps. La différence, c'est surtout l'employabilité. C'est vrai que les statistiques le prouvent. Moi, je ne suis pas là pour forcément vendre notre formation à nous, mais les chiffres le montrent. C'est-à-dire que quelqu'un est beaucoup plus, a un taux d'insertion dans l'emploi plus facile en ayant été apprenti, parce que justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, il a la connaissance de l'entreprise, il sait qu'il faut se lever le matin, tout ce qui est lié au travail, en fin de compte, parce qu'il y passe plus de temps qu'en lycée. Et puis après, donc, il sortira, donc il arrive à trouver un emploi plus facilement. Après, le lycée, moi, je dirais, oui, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que la voie scolaire, elle est intéressante. Parce que justement, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on raccroche quelqu'un qui est allé au lycée et qui revient après, par exemple, qui fait un CAP en apprentissage, c'est rien de dévalorisant, comme j'expliquais. Mais il aura quand même plus de compétences parce qu'il aura été plus loin au niveau universitaire. Donc, il a acquis certaines compétences et de connaissances et de savoir-faire. Et donc, il pourra utiliser plus facilement sur un CAP. Mais bon, je dirais les deux. Après, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Dans les métiers d'art, on n'est pas concurrentiel. Il y a des lycées qui font plus de métiers. Voilà, ça dépend après ce que vous voulez faire. Mais je ne peux pas dire qu'on soit en matière de concurrence avec le lycée. Et après, c'est un choix. L'apprentissage, c'est aussi avoir
un supérieur qui va vous apprendre, voilà, et qui lui-même a été apprenti souvent, donc voilà, il transmet aussi son savoir. Le lycée, il y a plus voilà, vous êtes plus souvent. Alors en apprentissage, il y a plus de cours aussi pratiques, il faut le savoir, qu'en lycée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà un diplôme, comme j'expliquais, vous avez un bac, vous aurez plus d'enseignement professionnel, c'est-à-dire que vous faites votre formation, au lieu que ce que vous faites sur 2 ans, vous allez la faire sur 1 an, en suivant que l'enseignement professionnel. C'est-à-dire on va adapter les parcours par rapport au programme pour qu'ils puissent faire que l'enseignement pro. C'est un peu la différence. Alors, est-ce qu'il faut... L'apport financier pour se lancer, en fait. Est-ce qu'il faut financer, oui, avoir un apport... Un apport financier pour s'installer. Personnel, oui. Alors, une activité ou reprendre celle d'un artisan qui part à la retraite. Peut-on être soutenu par des aides publiques ou des crédits? Alors oui, il existe des aides à la reprise d'entreprise. Ça, c'est les chambres de métiers, justement. Il y a des conseillers qui sont là pour... il y a des aides qui sont aidées, justement, pour éviter de dépeupler souvent, c'est dans les villages, les petites villes, où les artisans existaient, et puis après, personne... Enfin, voilà, il y a des artisans qui ferment, parce qu'il n'y a pas de reprise derrière. Donc, il existe des aides, oui. Et de l'accompagnement à la reprise d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est monté, vous êtes accompagné. Du point de vue bancaire aussi, on peut vous accompagner, c'est-à-dire vous monter le dossier pour pouvoir avoir des aides. Après, donc un apport, bah oui, il faut au moins un minimum si vous n'avez pas du tout d'apport, parce que vous n'allez pas forcément être productif tout de suite. Ça veut dire il faut quand même un certain temps au niveau commercial vous faire connaître pour pouvoir produire. Ça dépend un peu de l'étude de marché que vous avez fait et le budget prévisionnel que vous avez prévu pour vous donner un salaire. Souvent, au début, on n'a pas un gros salaire parce qu'on a début d'activité, donc on va plutôt sacrifier son salaire pour pouvoir lancer son... Mais il faut quand même un apport, parce qu'au cas où vous ayez, par exemple, je sais pas de clients, ça peut arriver, si on prend, on va pas parler de la Covid, mais bon, il peut y avoir une baisse d'activité, il faut pouvoir quand même avoir une trésorerie pour acheter votre matière première, pour pouvoir continuer après. Donc, se lancer sans apport personnel, quand même, ça paraît un peu compliqué. Mais par contre, vous pouvez, oui, avoir des aides. Alors, après, c'est aussi les compétences que vous avez. Alors, aujourd'hui, au niveau bancaire, c'est pas simple, mais... Voilà, il faut se faire aider. En tout cas, il faut vous faire accompagner. Il ne faut pas y aller tout seul. Il faut trouver les organismes qui vous accompagnent dans le projet, mais il ne faut pas vous lancer tout seul. Aider justement un jeune qui, à la fin de sa formation, s'installe à son compte. On ne va pas forcément revenir vers l'école, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il peut s'appuyer sur un réseau d'anciens pour essayer justement de peut-être d'éviter certains écueils, pour le rassurer sur certains domaines aussi, parce qu'il y a l'aspect technique, mais bon, monter une entreprise à son compte, il y a d'autres aspects aussi. Oui, est-ce qu'il y a un réseau d'anciens élèves qui permettent peut-être de rassurer et d'aider dans les premiers pas les jeunes qui s'installent? Alors après, un réseau d'anciens élèves, nous, on a, franchement, ils communiquent entre eux, mais on n'a pas d'instauré chez nous. Par exemple, si je prends les métiers d'art, mais je sais qu'ils communiquent beaucoup entre eux, ils créent des groupes sur WhatsApp, ils arrivent à se retrouver après, à se suivre. Ils s'entraident aussi beaucoup, justement, d'un point de vue technique, parce qu'ils échangent beaucoup dans les métiers d'art, c'est pas comme dans les autres métiers, mais ils échangent beaucoup sur les techniques. Et ils parlent entre eux, ils mangent toujours ensemble, alors que les autres, ils sont toujours séparés. Eux, ils mangent toujours ensemble pour échanger. Après, c'est plus les conseillers des chambres de métiers qui gèrent les artisans d'art qui ont un réseau. Voilà. Donc, entre eux, ils vont s'organiser. Parce qu'il existe des différentes... il y a les ateliers d'art de France, par exemple. Il y a les maîtres artisans de France. Donc, c'est des regroupements entre eux les maîtres artisans de France, c'est vraiment le haut du savoir-faire. Donc là, ils se retrouvent, oui, ils font des réunions. On fait partie d'une société, on va dire, d'artisans d'art. Donc après, il y a aussi les EPV, on n'a pas parlé des entreprises du patrimoine vivant. Là, c'est différent, mais c'est aussi une bonne étiquette. Les EPV, c'est entreprises du patrimoine vivant, c'est justement un savoir-faire qui est sauvegardé, au même titre que d'autres domaines, mais là, on sauvegarde ce savoir-faire parce qu'on décide de lui mettre un label entreprise du patrimoine vivant, c'est-à-dire qu'on a gardé quelque chose qui reste en vie, c'est-à-dire un savoir-faire.
Donc voilà, et après il existe des groupes, donc les maîtres artisans et les autres, je ne sais plus, il y a un deuxième, enfin il y a des groupements d'artisans qui permettent justement de se rencontrer. Après, même au niveau local, il y a beaucoup de salons, parce que en fin de compte, l'artisanat d'art, il sert aussi au niveau commercial, comme j'expliquais, dans les plus beaux villages, il y a souvent des artisans d'art, mais aussi ils ont des salons. Donc il y a des salons à Paris, bien sûr, les plus grands, Art et Objet, c'est un des plus grands salons organisés sur les métiers d'art. Mais après, il y a des salons régionaux, voire départementaux qui existent, donc avec des semaines de métiers d'art, par exemple. Donc là, souvent, ils se regroupent pour pouvoir travailler et puis communiquer ensemble. Donc, il y a les champs de métiers font aussi des routes, ça s'appelle les routes des métiers d'art. Donc, en fin de compte, on signalise un trajet, on va dire, touristique, mais pour justement communiquer sur la route des potiers, par exemple. C'est une route qui va servir à rencontrer plusieurs céramistes. Donc, il y a des expositions dans les châteaux aussi, souvent l'été. On voit, il y a quand même des chambres de métiers aident l'artisanat d'art, c'est-à-dire qu'il y a toujours un spécialiste de l'artisanat d'art pour essayer de les aider. Et puis aussi, par exemple, il y a un label comme Barbezieux, parce qu'on a beaucoup développé autour de l'activité d'art, un label Ville et métiers d'art, donc qui permet de sensibiliser sur une ville des activités au niveau des métiers d'art. Donc ils ont un label Ville et métiers d'art, comme il y a les villes fleuries, enfin les différents noms de donc les villes-étapes qui existent. Mais là, le label Ville et métiers d'art peut aider aussi les artisans d'art, justement. Les mairies essayent de soutenir justement ces filières-là. Alors, les métiers d'art seront-ils moins touchés que d'autres secteurs par l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le marché de l'emploi? Qu'est-ce qu'ils entendent par intelligence artificielle dans le marché de l'emploi? Ah oui, on peut remplacer, oui. Là, quand même, justement, c'est un des domaines, comme j'expliquais. Alors, c'est vrai que, comme j'expliquais tout à l'heure, la pierre cassée, là, ça, on ne peut pas le faire d'un point de vue manuel. Donc là, le numérique a supplanté le cerveau et l'intelligence des mains, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, travailler la feuille d'or sur un monument historique ou restaurer, je ne sais pas moi, un meuble qui date de Louis XIV ou Louis XVI, un style empire, mais là, c'est sûr que l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle pourra pas, elle ne sera pas compétente. Elle aura peut-être des outils qui vont l'aider à déterminer un certain nombre de choses, mais le dernier qui va travailler, c'est quand même les mains et le regard de l'artisan d'art. Hein. Moi, je ne pense pas que ça risque de bouleverser les choses. Par contre, c'est comme tout numérique, il faut le voir d'une façon comme un outil. C'est un outil qui va aider à faire plus de choses, malheureusement à remplacer des fois un ouvrier, parce que la machine qui sculpte toute la nuit la taille de pierre, ce n'est pas un ouvrier qui est là en train de taper dessus. Bon, c'est aussi ça. Et voilà, donc il faut savoir l'utiliser. L'imprimante 3D, par exemple, qui maintenant sert beaucoup. Hein. Il y a plein je pense qu'on n'a pas tout vu encore au niveau de la télé, enfin des créations de machines et de commandes numériques. Mais l'intelligence artificielle, non, il n'y aura pas de robots. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait encore. Non, c'est ce qui fait en même temps la richesse du patrimoine français, c'est cette espèce de qualité sur les métiers d'art que les gens recherchent. On n'est pas là pour voir une machine ou un truc numérique, mais c'est justement c'est cette relation humaine qu'on a avec la personne qui est quand même un artiste quelque part. Parce que voilà, c'est souvent ce qui est intéressant, c'est de pouvoir communiquer avec et d'expliquer sa démarche, son travail. C'est ce qui est intéressant. Mais bon, si je peux prendre un exemple, je prends un tailleur de pierre, il va aussi faire de la maçonnerie. Il ne faut pas idéaliser dans des métiers. Voilà, on ne fait pas que du beau, du beau, du beau. Mais voilà, il faut quand même passer aussi par des choses voilà, qui peuvent être pas forcément les plus agréables d'un point de vue professionnel sur le savoir-faire, on va dire. Hein. Parce que justement, souvent, il faut être humble par rapport à ça, parce que c'est pas en quelques temps, comme je disais, c'est pas en vous posez la question sur la durée d'une formation, c'est en plusieurs années qu'on va maîtriser les choses. Et souvent, il faut d'abord les acquérir par quelqu'un qui va nous les transmettre. Donc, ça peut être long. Ouais. Alors, les métiers de l'art seraient-ils moins touchés que d'autres secteurs de la réalisation? Les tâches de ces métiers sont-elles répétitives? Oui, il y en a, c'est sûr. Il y en a qui peuvent être répétitives, oui. Parce que vous êtes amené
ça dépend des fabrications, mais il y a des choses, oui. Les supports, par exemple, il peut y avoir souvent les supports qui sont fabriqués de la même façon, puis après tout le reste, la finition va être différente, mais on peut être amené, oui, celui qui travaille sur une machine-outil pour faire du meuble, par exemple, ou de l'ébénisterie, oui, il sera peut-être les choses qu'il va refaire. Si c'est des meubles en série, par exemple, qui sont pourtant de qualité, qui sont faits à la main, mais on en fait une série, ben on va faire souvent la même chose, enfin, en gros. Mais ça va être des meubles de série, mais voilà, après on va changer, on va faire autre chose, et donc ce sera différent. Mais non, enfin, dans la journée, on ne fait pas tout le temps la même chose. Hein. C'est pas, on n'est pas à l'usine, là. Enfin, il y a quand même. Parce que, comme je disais, il y a la conception. Donc, d'abord, il y a le modèle, alors qu'il soit 3D ou en dessin. Après, ben, il y a tout le détail. Donc là, ben, il faut commander le bois. Donc, on part, si je prends le métier de béniste, c'est des planches, hein, des gros morceaux. Donc, il faut les détailler. Le débit s'appelle, on fait le débit. Puis après, on finit, enfin, le débit est vraiment préparé pour pouvoir commencer à assembler un semblant de meuble, on va dire. Et après, il y a toutes les opérations pour assembler, justement. Et puis après, on va jusqu'à la finition. Puis après, les vernis. Donc, selon l'étape, il y a plein de choses qui sont différentes. Voilà. Et si vous êtes dans un gros atelier où il y a 20 ébénistes qui travaillent dedans, c'est sûr que vous pouvez être amené à un poste qui va être toujours répétitif. Mais chez un artisan, si vous êtes 2 ou 3, c'est sûr que ce ne sera pas de la répétition. Et bon, la majorité des artisans, ils ne sont pas 50. Hein. Enfin, les grosses entreprises, c'est différent, mais la plupart, ils sont pas nombreux. Hein, donc, voilà, puis la livraison, aller chez le client, ça c'est intéressant, démarcher avec le client, faire des salons, voilà, pour montrer un petit peu. Mais vous avez le salon de l'habitat, il y a des artisans d'art qui sont là. Hein, sur des salons professionnels, faut aller voir. Hein, puis il y a les artisans d'art qui sont installés, il y en a à Angoulême, il y en a dans toute la Charente. Hein, donc c'est pour ça. Et les GEMA, c'est bientôt. Moi, je leur conseille de profiter des Journées européennes des métiers d'art, justement, s'il y en a qui veulent découvrir ces métiers-là, pour y aller. Hein. Et nous, on accueille aussi des mercredis, ou alors après, c'est les collèges qui nous contactent. Hein. On nous fait venir des jeunes pour visiter les ateliers et pouvoir voir un petit peu les différents métiers. Alors, c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est vrai qu'on rentre dans chaque atelier, il y a des odeurs différentes, le bois, le fer, donc la pierre, et puis voilà, des transformations de matière surtout qui sont différentes. Et donc pour un élève donc, qui est derrière l'écran, comment est-ce qu'il peut faire pour justement venir visiter Alors, il faut nous contacter, vous appelez alors, en Charente, c'est le seul établissement. Alors, sur les métiers d'art, en Charente, on est les seuls à former aux métiers d'art. Hein. Il y a 4 métiers, donc, dont la coutellerie, je vous expliquais, il n'y a que 2. Alors, la coutellerie, c'est vrai que je suis tout de suite des jeunes. Si vous avez passé les couteaux, ça va être compliqué. Malheureusement, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des artisans qui sont tout seuls dans leur atelier. Ils ne peuvent pas former un jeune, parce qu'ils ne peuvent pas faire vendre, fabriquer, être à la boutique. Donc, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, souvent, ils n'ont pas. Alors, on a peu d'apprentis en coutellerie. Mais en ébénisterie, en taille de pierre et en ferronnerie d'art, oui, on en a. Donc, le mieux, c'est de venir 05 45, oui, 78 35 48. Et il faut demander Madame Sylvie Doux, DOUX. Elle est conseillère en formation, donc c'est elle qui s'occupe justement du recrutement et de vous accueillir, d'accueillir les collèges. On en fait visiter, là, il y en a quelques-uns qui sont venus. Et on a nos journées portes ouvertes. Alors pour venir, ça serait très bien, c'est le 26 mars, c'est un samedi, le 26 mars, pour pouvoir visiter les ateliers. Les enseignants seront là pour présenter les métiers, dont les métiers d'art, parce qu'on ne fait pas que des métiers d'art, il y a les métiers de bouche aussi, mais pouvoir présenter les différents métiers. Et donc, il y a aussi, on sera présent au FOF. Donc là, on y est demain et samedi, et on a un stand métier d'art qui sera au FOF vendredi et samedi. Et on a une démonstration de taille de pierre et d'ébénisterie aussi, où il y aura les enseignants qui sont présents pour pouvoir les voir. Après, donc il y a les GEMA, donc on participe à Chalais. Il y en a qui sont du sud de Charente, ils peuvent venir à Chalais le week-end du 1er avril, parce qu'on est présent aussi. Et là, on va fabriquer. Alors, nous, enfin, c'est intéressant, bien sûr, toutes les formations ont un programme pédagogique. Et quand on appelle ça un chantier école, quelqu'un nous propose, une mairie, on vous appelle, il ne faut pas être en concurrence de l'artisanat, hein, on n'est pas là pour faire concurrence, mais c'est un projet qui est ou social par rapport à une association. Donc on étudie ce projet, on le présente aux enseignants, et ils nous disent oui, ça m'intéresse d'un point de vue pédagogique,
Donc, on va s'en servir comme support tout le long, enfin une partie de l'année. Et c'est du concret, c'est-à-dire que c'est fabriqué et c'est exposé. Alors, on a participé à la restauration de la place du château à Barbezieux, où il y a de la ferronnerie, la taille de pierre, et donc, qui va être mis en place. Il y a déjà tout un banc moyenâgeux qui a été fait en pierre. Et là, par exemple, pour l'opération de chalet, là, le symposium qui va avoir lieu pendant les GEMA le week-end du 1er avril, c'est des bancs en ferronnerie d'art qui vont être installés sur le parcours du château. Donc c'est intéressant parce que les jeunes les amènent. On a participé aussi pendant 5 ans à la fabrication des meubles de l'Hermione. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, justement, c'était du patrimoine parce que ce n'était pas de la création, mais on avait un expert en meubles antiques qui venait, qui fait un atelier en disant ça c'est bon, je prends, ça je prends pas, j'en veux pas. Donc il nous a formés pour pouvoir fabriquer à l'identique, sans clous, enfin sans vis, les meubles tels qu'ils étaient faits à l'époque sur l'Hermione, sur le bateau, et les jeunes allaient livrer leur bateau directement sur place. Donc ça c'était vraiment extraordinaire. Donc à chaque fois qu'on peut faire des chantiers écoles, donc là à l'occasion des GEMA, donc fin mars début avril, on verra les finitions réalisées par les jeunes, parce que nos jeunes nous suivent, ils viendront sur place pour faire des démonstrations. Donc il y a de la taille de pierre, de l'ébénisterie et de la ferronnerie d'art. Voilà. Ils vont forger sur place, c'est intéressant. Sur le thème de la faune et la flore, c'est la thématique du symposium, métier d'art et métier de l'artisanat. Voilà. Avez-vous des précisions à apporter sur les a priori de pénibilité ou d'exposition des substances perturbantes? Alors, oui, ça dépend les métiers, c'est une bonne question. Bien sûr, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, sont importants dans ces métiers-là, parce que on utilise des produits, oui, des produits toxiques, enfin, que ce soit des vernis, des produits inflammables, il y a un petit peu de tout, hein. Après, des poussières, surtout, beaucoup de poussières, que ce soit sur les éléments de finition, le polissage, le ponçage. Donc, il faut avoir des masques, bien sûr, des masques qui sont équipés avec des filtres. Donc, voilà, c'est sûr qu'il faut se protéger. Enfin, on peut pas, voilà, c'est des métiers, alors on peut pas dire qu'ils soient à risque, hein, mais si on se protège pas, c'est comme tout le reste. Là, on prend des risques, c'est logique. C'est comme aujourd'hui, si on porte pas le masque, enfin voilà, donc c'est des métiers, on le sait, il y a des EPI, donc comme j'expliquais, des équipements de sécurité individuelle, donc de protection individuelle, pardon, et donc il faut les porter. Voilà. Et c'est vrai, des fois, dans les ateliers, ils ne les portent pas, mais voilà, mais c'est à vous. Nous, on vous forme là-dessus, on vous explique ce qu'il faut. Donc voilà, il faut absolument, sur toute votre carrière, porter ces EPI. Voilà, c'est ce qui vous aide. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont exposés, bien sûr, à certaines pollutions, de poussière, des choses comme ça. Ouais. Et puis aussi des objets tranchants. En menuiserie, en ébénisterie, bien sûr, on travaille avec des machines-outils. Des ciseaux à bois, des choses comme ça, et puis dans les autres métiers aussi. Alors le feu aussi pour le fer, la forge, donc là c'est des brûlures. Dans chaque métier, il peut y avoir des accidents, bien sûr. La taille de pierre, c'est les ciseaux, les chutes, il y a plein de choses. Donc, et ça fait partie de la formation où on vous forme là-dessus, justement sur savoir comment se maintenir, comment utiliser les différentes machines-outils, les outils manuels pour éviter les accidents de travail. Donc, et voilà, la pénibilité, alors c'est sûr que bon, c'est plus à part la taille de pierre, après dans les autres métiers d'art, c'est pas des métiers très pénibles. Enfin, non, je pense pas que ce soit des métiers pénibles dans le sens de la charge, comment je pourrais dire, la charge de poids, des choses comme ça. Donc la plupart des métiers sont plutôt agréables, on va dire. Un métier d'art, si on prend un potier, il n'y a pas. C'est surtout se réaliser. C'est ce qui est sympa, c'est de se réaliser. Se faire plaisir et se réaliser. Voilà, c'est ça. Bon, les accidents du travail, bon, c'est peut-être effectivement un aspect moins agréable, mais est-ce qu'ils ont été réduits par la Alors, il y a quand même une prise de conscience de ça, de l'accident du travail. C'est vrai, aujourd'hui, les règles de sécurité, elles sont là, donc elles sont quand même contrôlées. C'est-à-dire que, voilà. Mais souvent, les accidents du travail sont dus à ou une fatigue, ou un jeune, malheureusement, il a fait la fête la veille, il n'a pas dormi de la nuit, il arrive le matin, il se coupe parce qu'il n'a pas la tête dedans, en gros. Hein. Et ça, c'est malheureux, hein, mais il y en a beaucoup. Enfin, souvent, ces accidents de travail arrivent parce que justement, c'est un moment
où on était fatigué, où on était malade, ou alors. Mais si on a toute sa concentration et on est au boulot, on fait attention à tout. Donc, ou alors un manque de protection, voilà, parce qu'il n'avait pas mis la sécurité sur la machine, il n'avait pas mis ses gants, il n'a pas mis son masque, voilà, donc il a pris un éclat de métal ou de pierre dans les yeux. Ben, voilà. Mais souvent, si on étudie les accidents du travail, c'est souvent dû à un oubli d'équipement, parce que tout est prévu pour éviter d'en avoir. Voilà. Avec la modernisation des outils et la formation poussée dans ce domaine. Voilà, l'idée, c'était peut-être... Alors, la formation, oui, on vous forme, on vous explique, voilà, comment, c'est sûr, on donne des indications par rapport à ça. Après, c'est aussi, il y a beaucoup de choses qui sont, je pourrais dire, qui sont évidentes. Donc, c'est aussi à chacun de progresser là-dedans et surtout, comme je le disais, de le transmettre. Malheureusement, si vous voulez, il y a des générations encore qui n'ont pas forcément connu cette réglementation-là et qui se disent, bah non, enfin, oui, ils en ont pas besoin. Donc, c'est surtout la transmission aussi que c'est important, parce que c'est toujours plus agréable de travailler. Et puis, bon, c'est vrai que aujourd'hui, tout ce qui est lié à le traitement d'air et tout, ça évolue quand même un petit peu. Donc, si je prends ce facteur de piano, là, qui est à Jonzac, il a équipé tout son atelier avec un traitement d'air et une machine qui est exceptionnelle, qui trie toutes les poussières et tout. Donc, voilà, aujourd'hui, ça existe. Hein. Donc, les technologies oui, aussi, oui. aident à éviter. Et puis des produits moins toxiques aussi. Aujourd'hui, on arrive à trouver des produits qu'on n'avait pas avant, donc ils sont moins toxiques pour la santé. Donc ça aussi, ça a évolué. Alors, des vacances. Peut-on se faire remplacer ou aider en cas de soucis personnels? Bah oui, je pense qu'après, c'est toute la négociation avec votre employeur. Si vous êtes employé, après, si vous n'êtes pas apprenti et vous êtes scolaire, vous aurez des vacances, c'est sûr. Mais pour avoir des vacances, il faut avoir travaillé. Parce qu'il faut travailler au moins 1 an pour avoir 5 semaines. Donc, tant que vous n'avez pas travaillé 1 an, vous n'aurez pas de vacances. Après, c'est aussi l'entreprise qui ferme, par exemple, il a une période de fermeture dans l'année, en février, des fois, il n'y a pas des grosses activités, il décide de fermer. Dans ces cas-là, vous pouvez prendre vos vacances, anticiper, pas de problème, avec l'accord d'employeur. Et se faire remplacer, oui, ben, quand même, après, ça dépend du nombre de personnel qu'il y a, mais vous avez le droit d'être malade, hein, bien sûr, donc un arrêt de travail, ça existe. Et en cas de souci personnel, ça, c'est souvent la négociation qu'il y a avec l'employeur. Sur un contrat de travail, vous avez des jours, des absences qui sont justifiées. Donc, le permis, la journée obligatoire là, pour l'armée, hein. Je sais comment ça s'appelle JAPD. Voilà, c'est ça. Après, un mariage, si vous vous mariez, par exemple, les événements familiaux, il y a 10 jours, on peut poser. Hein. Mais voilà. Du travail. Ça dépend aussi. Vous fin de compte, vous avez la législation du travail, donc chaque branche. Donc, vous êtes salarié, donc vous dépendez de tout ce qui est lié à la législation du travail. Donc, mais après, c'est aussi la négociation avec votre employeur. On peut très bien obtenir peut-être des jours, vous n'avez pas prévu de congé, mais c'est à voir avec lui. Ça, c'est quelque chose à déterminer à la signature du contrat. Voilà. Après, vous êtes accompagné. Ceux qui veulent rentrer en apprentissage, il faut le savoir, on peut changer d'employeur. Hein. Si vous n'êtes pas satisfait, il y a des négociations qui sont faites. On a des médiatrices de l'apprentissage qui rentrent en... Voilà, bien sûr, il faut communiquer. Hein. Donc, s'il y a un souci avec un employeur sur un contrat d'apprentissage, il y a une médiatrice qui intervient. Donc, si vous êtes mineur, on convoque aussi les parents et on écoute d'abord le jeune. Hein, et puis après, on va voir l'employeur et on essaye de mettre les choses à plat. Si c'est possible, ça va dans le bon sens. Si ce n'est pas possible, il peut y avoir une rupture de contrat, mais avec un accompagnement. Aujourd'hui, un jeune qui n'a plus de contrat, on peut l'accompagner 6 mois. Pour retrouver une autre entreprise, c'est-à-dire qu'il continue à aller faire ses études dans le CFA pour ne pas éviter de perdre ses cours, mais il faut qu'il trouve un employeur, et il a 6 mois pour le trouver, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche, nous on n'est pas censé le garder, donc il faut qu'il y ait une démarche de recherche d'employeur, mais on peut l'aider bien sûr, parce qu'on a une liste c'est nos conseillers en formation qui obtiennent des listes d'employeurs qui sont à la recherche, et on peut essayer de retrouver notre employeur. Donc ça, c'est sûr que voilà, s'il y a des soucis, on peut les régler, et ça se règle souvent. Alors plus globalement, on est parti sur l'entrée scolaire élève ou jeune apprenti, mais plus globalement, quand on est à son compte, pas forcément dans une entreprise, quand on est à son compte, est-ce qu'on prend souvent des vacances quand on est dans un métier d'art? Je pense que c'était peut-être aussi cet aspect-là
qui peut être intéressant pour éclairer. Alors, oui, après, dans les métiers d'art, je ne peux pas dire. Alors, il y a peut-être ça dépend où on se trouve, hein, parce qu'il y a quand même des périodes saisonnières, comme j'expliquais tout à l'heure, selon l'emplacement où on se trouve. Si vous êtes dans un beau village de France, ben, la période de vacances, c'est là où vous allez avoir du chiffre d'affaires. Donc, ça va être plutôt, voilà, je disais tout à l'heure, février, c'est des périodes souvent qui sont creuses. Donc, voilà, s'il y a un employeur, enfin, quand vous êtes à mon compte, vous allez poser ces vacances, vous avez moins d'activité. Donc, mais après, voilà, quelqu'un qui travaille correctement, il peut poser voilà, des vacances qu'il veut, qu'il le souhaite, en tout cas. Et il partira sûrement peut-être plus loin parce qu'il a les moyens, c'est ça aussi. Enfin, donc, ça, c'est. Mais c'est lié souvent à l'activité économique. C'est-à-dire, on ne va pas poser forcément les vacances, comme dans tout métier. Les métiers de bouche, par exemple, ils ne vont pas poser de vacances pendant les périodes de fête. Hein. C'est là où ils travaillent le plus. Mais après, l'employeur, lui, une fois qu'il a son compte, il ne dépend pas de la législation du travail. Pour ses ouvriers, oui, mais lui, s'il ne veut pas prendre de vacances, il n'en prend pas, hein, il travaille toute l'année. Donc, c'est lui. Et puis, bon, souvent, c'est lié aussi à avoir un second, on pourrait dire, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de tenir l'entreprise en l'absence du patron. Dans ce cas-là, il peut partir tranquillement en vacances, il sait que son entreprise va continuer à marcher. Et là aussi, les réseaux sociaux et tout peuvent servir justement à rester en contact, même loin, en vacances, pour savoir si tout va bien, parce qu'on peut surveiller pas mal de choses aujourd'hui. Donc, ouais, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça, je pense. Les vacances facilement, ouais. Alors, une question sur le compagnon. Comment devenir un compagnon? Alors, en quoi ça consiste en termes de durée, de déplacement? Donc, le compagnonnage, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la sauvegarde du patrimoine, parce que souvent, les restaurateurs de monuments historiques, ce sont des compagnons, hein, parce que c'est eux qui ont toujours fait transmettre le savoir. Donc, je pense qu'ils vont avoir un stand au FOF. Hein. Nous, on n'est pas dans le compagnonnage, mais on appelle ça les aspirants, c'est-à-dire ceux qui sont... On appelle le Tour de France aussi. Donc là, c'est pareil, les compagnons, ils ont une formation classique, ils peuvent passer un CAP dans des écoles. Il y en a une à La Rochelle, hein, les terres de Pierre, je crois. Puis, donc il y a des écoles hein, qui sont les écoles de compagnonnage. Donc souvent, il y a un Tour de France à faire, c'est-à-dire que vous avez à rentrer dans des différentes compagnons, hein, en gros, pour acquérir un savoir-faire dans différentes régions de France. Et après, il y a souvent un chef-d'œuvre à la fin à présenter pour pouvoir accéder après au titre au-dessus. Donc voilà, c'est tout un. Mais on ne rentre pas compagnon comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment. Le compagnonnage, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une éducation. Enfin voilà, c'est vraiment particulier. Donc, mais c'est une très bonne école pour le savoir-faire, c'est sûr, parce que là, j'ai vraiment une transmission des savoir-faire. Ils ne forment pas à tous les métiers d'art, par contre, les compagnons, c'est souvent des métiers du patrimoine. Hein, mais voilà, donc moi je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce domaine-là, mais en tout cas, je sais qu'ils ont souvent un stand en compagnon, on appelle ça des cayennes. Il y a différents sièges, parce que les cayennes compagnoniques, c'est sur des filières de métiers. Donc il y a les métiers de la pierre, du bâtiment, les métiers de la bouche, par exemple, qui sont représentés. En Angoulême, il y en a. Hein, donc voilà, il y a des différents compagnons, mais c'est une très bonne école. Moi, je ne peux pas dire que. Et après, la durée, oui, vous faites votre formation, donc ça dépend si vous voulez continuer, mais le Tour de France, ça peut prendre un certain temps, ça c'est sûr. Mais voyage, tutorat, ça veut dire que vous n'êtes jamais laissé à l'abandon. Quand vous faites votre Tour de France, vous allez dans une caillette où il y a déjà des compagnons, voilà, vous vous retrouvez, vous avez la nourriture et l'hébergement qui est prévu, voilà, vous ne partez pas à l'aventure, hein, tout est organisé quand même. Hein. Mais ça fait partie justement des écoles qui continuent à transmettre leur savoir-faire, donc ça c'est important. Ouais. À partir de quel âge? Je dirais entre 15 et 16 ans. Vous pouvez commencer votre compagnonnage à 16 ans, il n'y a pas de problème, entre 15 et 16 ans, comme le CAP classique. Hein. Question. Merci Monsieur Gadon pour ces explications très précises et très fournies aux questions qui ont été posées. La vidéo donc, de cette conférence sera en ligne dès ce soir sur le site du FOF.